Bonjour à tous, je m'appelle Simon Paradis. On va faire une petite présentation sur le SCRF 2017. Pas celui de cette année pour 2018, là, mais bien celui de l'an passé que j'avais retravaillé là, suite au rejet du juge. Euh, on va commencer tranquillement par aller voir les règlements 2017 en fait. Donc l'idée du SCRF, c'est que nous, on fait un battery pack en composite au lieu de le faire en aluminium ou en acier tel qu'il est spécifié euh, au règlement EV 3.4. Donc c'est quand même clairement identifié ici dans EV 3.4.5. Faut suivre cette règle-là, donc il nous donne le choix soit d'utiliser les Design Guidelines dans EV 3.4.6, qui est celui-là ici, donc qui te permet d'utiliser de l'alu ou de l'acier, ou sinon même aussi, si je me trompe pas, il te permet d'utiliser des matériaux alternatifs. Ça peut être autre chose, là. Alternate materials are allowed, blablabla. Faut ici faire des tests puis des affaires. Je pense qu'on peut passer par le EV 3.4.6 pour faire des composites, mais c'est quand même compliqué. Puis tout, dans ce cas-là, tout se passe dans le SES. Donc chaque panneau de composite, on va le tester, on va le cruncher, puis on va s'assurer qu'il est équivalent à notre acier alu. Si je me trompe pas, il y a des onglets dans le SES qui sont pour ça. On avait commencé par essayer d'aller dans cette direction-là en 2015. Puis finalement, suite aux discussions avec les juges, on s'était rendu compte que c'était peut-être plus simple de passer par le Alternative Frame Rule Process. Donc nous, c'est ça qu'on fait, puis le SCRF, c'est le document qui est demandé dans les Alternative Frame Rule Process. Donc si on va voir les Alternative Frame Rules, on remonte en haut, on a les Alternative Frame Rules qui sont ici. Puis là, tout ce que je parle, encore une fois, c'est les règlements 2017, puis ça, c'est les règlements FSAE. Donc, j'ai regardé, je pense, cette semaine, là, ça me disait qu'il n'y avait pas de mention du SCRF pour FSG. Je sais pas si les choses ont changé. Il faudrait clarifier tout ça pour 2018, s'assurer effectivement que les Alternative Frame Rule Process sont autorisés en Europe, parce qu'il peut y avoir des divergences entre la SAE et la Formula Student. Donc, assurez-vous simplement que tout ce qu'on va couvrir dans le vidéo en ce moment est encore valide, puis sinon, ben, ça servira juste comme référence si un jour vous retournez à Lincoln ou je sais pas trop quoi. Euh, pour être capable de faire les Alternative Frame Rules, il y a une première chose qu'on doit faire, ça c'est euh, c'est vraiment pas des règlements classiques, donc on va faire des analyses par éléments finis, puis on va prouver nous autres qu'on respecte certains requis plutôt que d'utiliser des matériaux qui sont spécifiés tels quels avec telle épaisseur. Donc, pour prouver qu'on est capable de faire ça, faut faire la Notice of Intent. Donc, la Notice of Intent, c'est un peu comme un test qu'ils nous font passer. Ils vont nous faire une analyse par élément fini d'un châssis ou whatever. Simon Doucet l'avait fait en 2015, en 2017 aussi pour vous autres, si je me trompe pas. Puis ça se passe bien avant la remise du SCRF ou du SS ou tout ça, donc faut regarder les dates. Puis c'est ça, faut passer ce petit test-là pour ensuite être capable d'utiliser les règlements alternatifs et le SCRF, qui est ce document-là ici. Donc nous, on fait le battery pack et non pas le châssis. Notre châssis est un châssis classique tubulaire, donc on ne suit pas les règlements alternatifs pour le châssis. Donc ça ici, ça va être un cas de chargement pour le châssis. Si on le faisait par les règlements alternatifs, nous, dans notre cas, le châssis qu'on fait, on l'analyse par le SES, puisque c'est un châssis qui respecte les règlements de base de la compétition. Donc on regarde pas ça, on regarde pas ça, 4.1, 4.2, 4.3, on regarde pas ça, 4.4, on regarde pas ça. On regarde pas ça non plus. On s'en va vraiment à AF 4.8, qui est la seule section du Alternative Frame Rules qui nous intéresse, nous autres, parce qu'on va juste analyser notre Accumulator Container en suivant ce règlement-là. Donc, grossièrement, qu'est-ce que ça dit? Ben là, je vous laisse le lire. Mais selon s'il y a une structure qui sépare le pilote du battery pack, on utilise un des deux cas de chargement ici. Nous, il n'y a pas de structure équivalente à un side impact structure qui sépare le battery pack du pilote. Le pilote est un peu comme
assis ou à côté sur le battery pack si on veut. Donc c'est ces règlements-là, c'est ces cas de chargement-là en fait qu'on va utiliser. Puis ici, bon, il donne les boundary conditions, etc. Donc c'est vraiment juste le cas de charge et les contraintes qu'on va utiliser dans le modèle par élément fini qu'on va faire. L'autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'eux autres fonctionnent avec Nastran. Donc, vont demander un deck Nastran. Un deck Nastran, c'est quoi? C'est... bon, nous, avec Creo, on connaît vraiment pas ça. Comment qu'on fonctionne dans Creo? Habituellement, on va dans Simulate tout simplement, on prépare notre simulation, on l'analyse, puis on regarde les résultats. Nastran, ça fonctionne un petit peu différemment. On va parler de pré- et de post-processeur et d'un solveur. Donc, grossièrement, qu'est-ce qu'on fait dans un préprocesseur? On va tout préparer notre mesh, préparer nos conditions limites. Ensuite, le préprocesseur va écrire un fichier texte qui va lister tous les nœuds du modèle avec leurs coordonnées X, Y, Z, qui va lister tous les éléments du modèle qui utilisent les nœuds. Un élément plate 2D va utiliser 4 nœuds, donc... Puis là, ça va être un fichier texte, mettons, de 100 MB peut-être, ou quelque chose comme ça, qui inclut toutes les données. Et puis ça, c'est un peu le document ou l'argument d'entrée du solveur. Donc le solveur va prendre ce deck-là qu'on appelle, ou ce fichier d'entrée-là, texte, va solver les équations et va nous sortir un fichier output, souvent un fichier FNO ou .FNO, là, donc le type de fichier n'a pas vraiment d'importance. Puis on va utiliser un post-processeur pour aller lire ce fichier-là et afficher visuellement, si on veut, le data. Parce que ça, c'est un fichier binaire là, qui va nous sortir le solveur. Donc, il faut garder ça en tête là, avec Creo Simulate. C'est pas tant le fun là, de. Je sais pas en fait si avec Creo Simulate on est capable. Je pense qu'on est capable de sortir un fichier, un deck Nastran à partir de Creo Simulate, mais il faudrait valider puis s'assurer que ça correspond effectivement à tout ce qu'on veut. Donc c'est sûr que si tu sais la meilleure chose c'est que quelqu'un connaisse Nastran puis fasse l'analyse en Nastran comme moi je l'ai fait en 2017. Par le passé, Simon le faisait dans Abacus puis il faisait un translatait si on voulait en Nastran ensuite à partir d'Abacus qui est un autre logiciel associé avec Dassault fait par Dassault Systèmes en fait. Mais c'était pas parfait, puis en 2017, le gars tripait pas, là, parce que, si je me trompe pas, le fichier Simon, il inclut juste un cas de chargement, alors qu'il y en a plusieurs à faire, il y a au moins 3 directions, là, donc les trois cas de chargement ici. Tandis que quand on sait ce qu'on fait dans Astra, on est capable de tout inclure dans un fichier, là, donc faut simplement garder ça en tête, là, que nous, à la base, dans l'équipe, il n'y a pas d'expérience dans Astra, même si c'est ça que la compétition demande. Donc, c'est à garder en tête là, quand vous allez faire ça, si jamais vous le refaites. L'autre chose qui est peut-être intéressante à regarder dans les règlements, là, donc c'est vraiment, il y a juste ça dans F4.8. Ici, par contre, on va plus loin. Bon, c'est ça, ils disent un Nastran, ce que je viens de vous mentionner, Nastran Analysis Deck. Donc, c'est ça qu'ils vont demander avec le SCRF et la Notice of Intent. Il faut avoir tout ça. Ici, il y a d'autres choses qui sont importantes. Là. Donc, tous les tubes du châssis qui ont moins de 47 millièmes de pouce ne sont pas inclus dans l'analyse. Donc, il faut garder ça. Donc, ça, je vais vous laisser lire. Il y a une chose qui est très intéressante ici. C'est ça. AF 5.6. Donc, ce que AF 5.6 dit, c'est qu'on peut utiliser des conditions limites qui sont différentes de celles spécifiées dans AF 4.8. C'est-à-dire le Inertial Relief ou Inertia Relief. Qu'est-ce que c'est du Inertia Relief? Je n'entrerai pas dans les détails, je vais vous inviter à aller lire sur Internet. Là, donc, il y a assez de documents qui parlent de ça. Grossièrement, c'est qu'on n'a plus besoin de contraindre le système. Donc, mettons que je prends le châssis par exemple, j'ai pas besoin de contraindre les roues au sol ou les empêcher de bouger. Je vais appliquer mon cas de chargement, puis je vais équilibrer mon système en utilisant les réactions dues à l'inertie. Fait que c'est un peu une manière de voir ça, c'est comme si on était dans l'espace, puis je décidais d'appliquer une force sur le châssis. Donc le châssis va accélérer dans une certaine direction, puis il va quand même avoir des efforts qui vont se transmettre dans le châssis, qui vont être causés par la distribution de la masse dans le châssis, son inertie en fait.
Donc souvent c'est très approprié là, pour faire des analyses sur des satellites, des avions, des choses comme ça, quand on veut pas faire des analyses instationnaires transitoires. Donc des analyses transitoires, ça prend beaucoup de puissance de calcul, ben beaucoup. Mettons un ordre de grandeur de plus qu'une analyse statique, là. Donc si l'analyse statique prend 10 minutes, ben on peut parler de plusieurs heures à la place, là. Donc pour se sauver ça, Inertial Relief, ça nous permet de faire une analyse statique en utilisant un peu, si on veut, en n'ayant pas à contraindre le système, puis en voyant vraiment la distribution des charges dans le solide due à la distribution de l'inertie. Donc, pourquoi j'en mentionne, c'est que j'ai dû utiliser ça là, en 2017 pour faire passer le système. Sinon, on avait des concentrations de contraintes proches des conditions limites, puis je suis pas mal certain que le juge aurait dit que ça passait pas. Donc, c'est pour ça que je viens de mentionner tout ça. Donc, ayant maintenant cette information-là, l'étape d'après, c'est la Notice of Intent. Moi, Simon Doucet l'avait déjà fait, donc je la couvrirai pas dans cette vidéo-là. Vous pourrez lui poser des questions puis documenter ça sur le wiki s'il y a des choses à se souvenir. Puis sinon, on va passer directement au SCRF. Donc le document, c'est ça. C'est ces deux pages-là qu'on a, le template. Puis nous, on ajoute le document qu'on fait par la suite. Donc ça, c'est la version 2017 que moi j'ai faite, là, suivant le rejet du juge, le premier rejet du juge. Puis bon, on va inscrire tous les résultats là-dedans, quel préprocesseur on a utilisé, quel logiciel d'analyse, etc., quel type d'éléments. Donc, il faut savoir un peu ce qu'on fait dans l'analyse. Je sais que c'est un peu ça qui est étonnant, dans CryoSimulate, on connaît pas beaucoup le nom des éléments, ces affaires-là. Là. Donc, quand on travaille dans un environnement Astra, on est très familier avec c'est quoi un RBE2, un RBE3, ce genre d'affaires-là, c'est quoi du C-Quad, etc. Donc on parle le même langage si on veut que le juge, là, donc ça permet toujours ça facilite les choses. Donc le document ici, je passerai pas au travers de manière trop détaillée avec vous autres. Je pense qu'il est suffisamment détaillé puis il est bien fait. Je vais le laisser passer au travers. La seule chose que je vais jaser, c'est un peu la simplification. Donc, souvent dans Creo, ben c'est pas une méthode de travail que moi j'utilisais dans mes années de formule. Par contre, c'est ça que je fais tout le temps à ma job maintenant. Puis, grossièrement, ce que je veux dire par là, c'est ce qu'on voit ici, c'est un modèle surfacique. Donc, quand je viens faire l'analyse du battery pack ici, j'ai simplifié notre modèle géométrique 3D à un modèle surfacique. Donc, j'ai simplement gardé les mid-planes, si on veut, de chacun des murs. Puis ensuite, à chacun de ces mid-planes-là, on utilise le CLT, le Classical Laminate Theory. Ceux qui font le cours de Marie-Laure Dano, vous allez connaître c'est quoi ça, là. Donc, comment est-ce qu'on trouve la rigidité la rigidité en bending, mettons, d'une plaque de composite, sa rigidité en torsion, etc. Tout ça, là. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient simplifier le modèle en 2D, en surfacique, puis on lui donne des propriétés qui sont équivalentes aux laminés réels qu'il y a dessus. Moi, j'utilise toujours un code de couleur pour reconnaître ces propriétés-là que je définis à mon modèle. Donc ici, c'est ça, on voit un peu le code de couleur qui est utilisé. Donc chaque couleur, c'est une propriété différente. Une propriété, c'est un laminé différent, donc avec différentes couches, des choses comme ça. Si je me trompe pas, est-ce que je l'ai fait? Oh, il est pas à jour, lui. Mon Dieu. Donnez-moi quelques secondes, je vais aller essayer de trouver le document à jour. Ça, je me souviens pas si je l'ai mis sur le serveur, ce document-là. Ah tiens, je pense que c'est ça, je pense que ça c'est à jour. Donc ici, tu as la couleur, le code de couleur finalement sur l'image qui était ici, là. Donc l'épaisseur de chacun, puis on a le ply layout, là, si vous voulez, là. Donc, il y a vraiment quand même de la job qui a été faite simplement pour penser à quel pli va où, puis comment qu'on fabrique ça. Puis j'ai dû être assez inventif là, parce que notre modèle passait vraiment pas initialement là.
un peu l'erreur qu'on avait faite dans le passé, ou le problème qu'on avait, c'était qu'on avait supposé que le capot était entièrement solidaire de la partie inférieure de notre battery pack. Ce qui est vraiment pas le cas en réalité. On utilise des petits studs d'aluminium vraiment faibles, si je peux le dire comme ça, pour connecter les deux. Et puis ça, c'était une des critiques que le juge nous a faites dès le départ, là. Donc si je m'en vais chercher, je pense que je l'ai ici, les documentaires les commentaires du juge, ouais c'est ça. Jay Burford ici, bon là c'est un peu tous les reproches qu'il nous a fait à la première remise du document. Il y a une autre chose, un autre point important sur lequel je me suis obstiné là-dessus, on va y revenir plus tard là, au niveau des propriétés des matériaux. Mais finalement, il avait raison, le gars, là, mais ça nous fait chier un peu. Donc ça va. C'est ça, je pense que je détaillerai pas plus, là, c'est assez détaillé dans le document en tant que tel. Bon, on arrive justement aux propriétés des matériaux. J'ai défini les propriétés des matériaux ici. Là, c'est ici que ça se touch, donc le matériel orthotropique, non, laminé. On parle simplement ici des fibres. Donc, comment est-ce qu'on va déterminer toutes ces propriétés-là? Ben, on va utiliser des essais. Donc, vous pouvez aller voir, le ASTM documente beaucoup d'essais qui sont... les normes ASTM documentent beaucoup les essais qui sont utilisés justement pour trouver les propriétés en tension de la fibre, les choses comme ça. Nous, par contre, ce qu'on fait, c'est, selon les règlements, si je m'en vais dans les règlements, AF 4.8 ne détaille pas tant que ça quelle propriété utiliser pour les matériaux. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va utiliser le SES pour aller déterminer les propriétés des matériaux. Donc si j'ouvre le SES, est-ce que je l'ai ici? SES, bon. Donc le SES, comment est-ce qu'on fait ça? On va faire deux essais. Un essai qui est un 3-point bending, donc ce qu'on voit à l'écran ici. Puis un autre essai qui est un shear through, si on veut, là. Donc simplement un punch au travers d'un... Bon, ce qu'on voit ici finalement à l'écran. Donc on fait ces deux essais-là, puis ces deux essais-là, on va utiliser les formules qui sont déjà incluses dans la feuille, puis on trouve des propriétés mécaniques. Là, ce qui est vraiment tannant, c'est que dans le 3-point bending test ici, on a un flambage de la peau supérieure de notre laminé. Donc ici, on a, si je ne me trompe pas, 1 mm de carbone, pas de carbone, 1 mm de Kevlar, 8 mm de core, puis 1 mm de Kevlar encore. Ce qui se passe quand on fait un test en 3-point bending comme ça, c'est vraiment... si on veut le worst case pour notre matériau, on va avoir des problèmes en buckling qu'on appelle soit du crimping, donc ouais, laminate failure mode. Donc crimping, ça va être quelque chose comme ça, donc shear crimping, donc quand notre core, puis finalement ça se déconnecte. Après ça, il y a plein d'autres modes là, qu'on va parler, des modes de failure. Du core crushing, quand on vient écraser le cœur, quand on a un cœur d'honeycomb, du dimpling, donc la peau vient rentrer dans chacun des trous de notre honeycomb. Du wrinkling, c'est ça ici, là. Donc quand on a un wrinkling, c'est un wrinkle, c'est un ride si on veut, là. Donc c'est quand notre peau quand une des peaux vient faillir, vient faillir en compression. On peut avoir du wrinkling failure. Puis à part ça, l'autre mode, si je me trompe pas, c'est crippling failure. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, crippling. Crippling, c'est vraiment presque semblable à du buckling, mais c'est plus localisé si je me trompe pas. En tout cas, finalement, on a 4 modes de failure en compression que nous, on voit pas vraiment dans le cours.
Puis grossièrement, ce que la compétition fait, c'est pour tenir compte de ces modes de failure-là, on va faire le pire test possible, qui est le 3-point bending. On va obtenir une failure en crippling de la peau supérieure. Donc, nos propriétés mécaniques vont être ultra sécuritaires ou conservatrices comparées aux valeurs réelles. C'est-à-dire qu'ici, ce qu'on voit en faisant les calculs tels que la feuille, c'est pas nous autres qui avons inventé ça, c'est vraiment dans le SES. On a une Ultimate Tensile Strength des peaux de 92 MPa, alors qu'en réalité, le Kevlar on est plutôt autour de 480 MPa en tension. Là, ce qui est étonnant, c'est on s'est obstiné avec les juges, on leur a dit, regardez, on peut mettre une limite en compression de 92 MPa, puis une limite en tension, parce qu'on a un matériau orthotropique, donc on est capable de spécifier indépendamment les propriétés. Donc, tension 1 max, tension 2 max, compression. Puis ensuite, on utilise le critère de Tsai-Hu, qui est un critère de failure, qui utilise un peu toutes ces limites-là pour calculer un critère plus petit qu'un, tu passes, plus grand qu'un, tu fails. Un peu comme un von Mises, mais c'est pas tout à fait équivalent à un von Mises, mais ça va tenir compte un peu de toutes les tas de contraintes réelles de notre élément, là. Par contre, la compétition n'accepte vraiment pas qu'on spécifie du 480 en tension, puis juste la valeur ultra conservatrice en compression. Donc, considère qu'on est trop proche pour faire l'analyse de buckling, ce qui est conservateur, mettons, là, j'aimerais ça qu'ils ouvrent la porte à des analyses plus poussées si on démontre qu'on est capable. Mais bon, en même temps, je comprends leurs réserves, puis je comprends qu'ils veulent pas trop investir de temps là-dedans non plus. Bref, vous êtes obligé d'utiliser cette valeur-là ultra conservatrice partout. Puis ça vient nous pénaliser dramatiquement. C'est ce qu'on n'avait pas fait en 2015. Pourtant, notre SCRF avait passé en 2015. Je pense que le juge qui avait analysé le dossier en 2015 avait été très rapidement over le dossier, puis c'était pas trop cassé le bicycle. En 2017, ça n'a pas été le cas. Il a spoté ça dès le départ, puis il nous l'a mentionné dans ses commentaires ici, là. Donc il dit, bon, ici, vous devez utiliser le 3-point bending et le perimeter shear test, comme ce que je viens de mentionner, pour trouver les propriétés. Les testings doivent être faits selon blablabla, etc. Si on a des plis si on a aussi des layups qui sont très différents de quasi-isotropiques, là, donc qui sont pas symétriques par rapport au cœur, c'est-à-dire, mettons qu'on fait 0,90, cœur 0,90, mais ça, on va dire que c'est un quasi-isotropique. Si par contre, on fait un 0,00, cœur 0,00, ben là, on n'est pas quasi-isotropique parce qu'on est beaucoup plus fort dans une direction, la direction 0, alors que dans la direction 90, qui est à 90 degrés de la direction 0, on est beaucoup plus faible. Donc ceux qui n'ont pas suivi le cours de matériaux composites, vous comprendrez peut-être pas de quoi je parle en ce moment, mais ceux qui ont suivi le cours de Marie-Laure, ça va vous dire quelque chose. Ceux qui comprennent pas mais qui sont curieux, je vous invite, comme j'ai dit, à aller lire un peu sur le Classical Laminate Theory. Vous allez comprendre assez rapidement là, c'est quoi ces directions-là. Là. Bref, il nous a tout dit ça ici, puis il nous a ramassé, puis il nous a dit c'est de la merde votre travail. Fait qu'il a vraiment fallu qu'on refasse l'analyse avec ces propriétés mécaniques-là vraiment conservatrices. Puis c'est pour ça que j'ai du temps détaillé, puis inclure des renforts, mettons 4 couches d'épaisseur proches des points d'attache, etc. Donc, si vous refaites un battery pack, puis vous devez repasser le SCRF, faites très attention au travail que j'ai fait ici. Faut être un peu plus rigoureux que ce qu'on l'a été en 2015, justement pour ne pas se faire prendre par un juge qui est plus sacoche que celui qu'on avait eu en 2015. Donc prenez le temps, je pense, avant de fabriquer, de vraiment faire votre modèle par élément fini, puis d'aller vous assurer que ça passe partout. Moi, j'ai été obligé d'ajouter des renforts ici, près des studs. J'ai été obligé d'ajouter beaucoup de renforts locaux, beaucoup plus que ce qu'on avait. Là, j'en ai mis 4, je pense, proche d'eux autres. 4, lui. Il a fallu que je mette des overlaps, donc j'ai vraiment intégré les overlaps, là, donc on voit un peu ici le pattern de pliage, là, donc j'ai des overlaps à chaque coin, des choses comme ça, pour avoir des renforts locaux proches de ces endroits-là, parce qu'on avait des concentrations de contraintes.
Donc ça a fait un peu chier, puis ça explique pourquoi ça m'a pris tant de temps à faire, à remettre à jour ce document-là. Il a vraiment fallu que je fasse un gros effort de redesign pour aller couvrir ce qu'on n'avait pas couvert finalement en 2015, là. À part ça, je pense que je vais couvrir les résultats de l'analyse préliminaire finie. Je vais les couvrir dans une autre vidéo, là. Je vais vraiment juste passer par-dessus le rapport. À part ça ici, bon, ça va. L'autre chose peut-être qui est à mentionner, c'est aussi pour m'assurer que ça passe, j'ai dû aller un peu, pas faire la passe du code qui tousse, là, mais quasiment. Il a fallu que je représente les studs, il a fallu que je mette des spreaders, donc des éléments, si on voit les petites lignes bleues là autour, des petits éléments qui viennent vraiment répartir la load localement, parce que si on met pas ça, on a vraiment un peak stress autour de notre stud. Le juge avait presque conditionnellement accepté la CRF telle qu'était, donc je suppose que il y avait des points qu'il voulait discuter, dont particulièrement ça, là. Je pense qu'il n'aimait pas certaines des hypothèses qu'on avait faites, c'est-à-dire ça ici, même si c'est relativement acceptable comme hypothèse, puis l'autre ici que j'ai fait aussi, donc pour représenter les contacts entre les tubes puis le battery pack, parce qu'on sait que le battery pack est très tight dans le châssis, j'avais mis des éléments de contact entre le châssis et le battery pack. Donc ça venait quand même grandement aider la distribution de stress, là. Donc on avait beaucoup plus de contacts, donc il y avait moins de stress au niveau des points de fixation du système. L'autre chose que je me suis rendu compte aussi en faisant l'analyse, c'est que les studs, c'est ça, verticaux des murs internes prenaient vraiment des forces de cisaillement intenses. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que le cas de chargement est appliqué là-dedans? On a chacun des segments. Dans chacun des segments, on a une masse équivalente. Là, si je ne me trompe pas, je le mentionne au début dans le haut du document. Donc, total mass in one segment, 9 kg. Donc, dans chaque segment, j'ai 9 kg. Quand je fais le cas, mettons, de 40G latéral, ben, je prends 9 kg x 40G, je l'applique comme une pression uniforme sur le mur. Donc, sur chacun des murs, j'ai une pression. Donc, les murs internes ont un effort à transmettre, si on veut, puis cet effort-là vient se transmettre par les studs. Puis ça, malheureusement, nous, on n'a pas testé les studs en shear. On a toujours juste fait des tests de studs si vous voulez, en tension, là, donc pas en shear. Si on regarde ici le failure criterion, blablabla, ça, si je me trompe pas, c'est ça, c'est les fasteners. Fait que c'est le load case, le element ID du fastener, fait que si on prend le 18 il est là par exemple, ben lui il avait une force de cisaillement de 1235 newtons, une force en tension de 4.4 newtons. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait tout simplement pas pensé non plus en 2015 parce qu'on avait connecté le lead ou le capot avec le reste de la structure, donc on n'avait pas les forces dans les studs ou les boulons si vous voulez. Maintenant on les a puis on voit que c'est dramatique. C'est même significativement plus en cisaillement qu'en tension, là. Si on regarde en tension, le maximum en tension, les 5 éléments avec la highest tensile force, c'est l'élément 25, mettons avec 357 newtons de tension. Donc c'est beaucoup moins que ce qu'on voit en cisaillement, là. Fait que ce que j'ai fait pour être cohérent, si on veut, puis tenir compte de cette réalité-là, c'est que j'ai fait deux analyses. J'ai fait une analyse où tous les efforts de cisaillement passaient par les boulons. J'ai fait une autre analyse où je supposais qu'on avait des guides, là. Donc si on regarde un peu la figure ici, moi ce que je supposais, c'est qu'on viendrait coller, si vous voulez, un morceau de mousse ou quelque chose qui viendrait localiser le mur. Donc le mur interne viendrait se glisser entre les deux morceaux de mousse, puis il serait donc en contact avec et transmettrait ses efforts de cisaillement via ces contacts-là plutôt que par les studs. D'où ces espèces d'éléments qui sont sélectionnés en jaune dans l'image.
ces éléments en jaune représentent ce contact-là. Là. Donc, j'ai pas été dans le détail d'ajouter une surépaisseur ici puis de faire un contact. Là. J'ai simplement connecté avec des éléments spring de contact auxquels j'ai donné une rigidité qui était représentative. Là. Donc, c'est peut-être ça aussi que le juge voulait discuter avec moi, là. Donc, vous pourrez en parler à Sam. Je me rappelle plus c'était quoi la réponse exacte du juge, là, au SCRF, mais je me souviens que ça passait, mais pas tout à fait, là. Il était pas satisfait au niveau des studs, là. Bref, tout ça pour dire que, pour être certain qu'on n'ait pas de problème, j'ai fait une analyse, c'est ça, en supposant qu'on avait ce contact-là. Puis j'ai fait l'autre analyse avec les studs. Donc j'ai un peu couvert. Je me suis dit, si les studs pètent en cisaillement, ben j'ai le contact pour me backer. J'ai fait l'analyse avec le contact, puis je me suis assuré que la simulation passait aussi dans ce cas-là. Donc j'étais sécuritaire, j'étais couvert dans l'éventualité où nos studs passaient pas en shear. Fait que c'est un peu ça qui a complexifié aussi l'analyse. Là. Il a fallu que je fasse deux analyses. Donc c'est pour ça ici je viens de dire l'enveloppe de All Results. Donc j'ai probablement fait l'enveloppe de tous les résultats que j'avais. Ça va. Ça va. Ça c'est les anciens essais. Ça va. Ça va. Je pense que j'ai fait le tour des points importants du rapport. Je pense que là, je vais faire un second vidéo qui va plutôt détailler comment est-ce que j'ai monté l'analyse par Elema Fini, puis vous montrer un peu tout ça. Je ferai pas ça dans le même vidéo. Ouais, je pense que je vais arrêter ça là. Je pense que ça va être suffisant. Puis je vais aller détailler un peu tout le reste dans le modèle par élément fini. Donc j'espère que ça fait juste un peu vous mettre en tête tous les points importants qu'il y a par rapport à ça, puis vous donner suffisamment d'informations pour que vous puissiez refaire ça cette année, si, comme je l'ai mentionné, c'est toujours accepté en Europe, ou du moins aux compétitions auxquelles vous voulez aller, là. Sinon, ben, je connais pas la nouvelle méthodologie ou le nouveau process à suivre, là, donc ça sera à vous de le découvrir et de faire les documents nécessaires. Donc sur ce, je vous laisse.